Alors, Manuel Chambouty et moi-même allons co-animer cet après-midi et on aimerait d'abord vous dire comment ça va se dérouler pour que vous puissiez vous repérer. Donc, un premier temps d'introduction, de réflexion sur cette problématique sera proposé par Tim Grissen, que je vais présenter dans quelques minutes. Puis, il y aura donc la présentation des 3 expériences. D'abord, partageons le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, puis une belle image de soi, et enfin la Beau-Fabrique. Et entre chaque présentation d'expérience, on aura 10 minutes d'échange, de partage. Puis Tim, après la présentation de ces 3 expériences, va un peu ramasser la mise, c'est-à-dire qu'il va nous aider à faire ressortir tous les points forts, les points communs, les prérequis qui font qu'on peut aussi penser pour chacun d'entre nous une transférabilité auprès des personnes que l'on accompagne. Et enfin, Carmen Bach, qui est ici, fera la conclusion, mais c'est une conclusion qui sera ouverte, puisque ça sera aussi une présentation des perspectives de ce que la mission souhaite continuer à mettre en place dans le cadre de ce cycle et après. Voilà, donc c'était juste pour que vous vous repériez dans ce déroulé. Alors, donc on va démarrer avec Tim Grissen, que je vais présenter rapidement. Peut-être commencer par dire que Tim Grissen est franco-australien, d'où son bel accent, son joli accent. Tim Grissen est docteur en psychologie, directeur du laboratoire de recherche de l'établissement public de santé Maison Blanche. Mais Tim, vous êtes aussi chercheur en psychologie sociale et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la psychiatrie, sur les droits des usagers du système de soins, sur la lutte contre l'exclusion sociale, et aussi sur la promotion de la santé. Et s'il y a une question qui vous tient particulièrement à cœur, qui revient dans vos travaux, vos recherches, c'est bien celle-ci, que chaque citoyen puisse acquérir des savoirs et des savoir-faire, des compétences, pour que, là je vous cite, chacun puisse construire sa propre santé et sa propre vie. Donc voilà, ça nous a paru extrêmement en phase avec nos propos, et c'est pour ça qu'on vous a demandé d'introduire cet après-midi, en vous demandant si vous voulez bien rappeler ce que sont les compétences psychosociales, parce qu'on croit tous les connaître, et puis on se rend compte que parfois c'est pas mal de redire ce que c'est. L'intérêt de travailler avec cette approche, et puis, pour faire le lien avec notre après-midi, voir comment, de votre place, vous pensez qu'effectivement les compétences psychosociales représentent un levier pour réaffirmer une place, sa place dans la société. Merci beaucoup. Quelle responsabilité. Donc, ravi de vous avoir devant moi. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait savoir se renseigner sur à qui on parle avant de leur parler. Il y a des... Donc les gens qui ici sont dans la salle, et vous êtes 120, 130, quelque chose comme ça, est-ce que par exemple, tout le monde a une santé, est-ce que les gens qui ont bu de l'alcool dans ces derniers jours, pourraient lever la main s'il vous plaît? Et des gens qui ont bu l'alcool hier soir? Pas mal. Et est-ce que les personnes avec un trouble d'alcool pourraient lever la main, s'il vous plaît? Ça rigole. Donc, on est un peu pile devant le type de problème. C'est-à-dire qu'au fait, il y a des menteurs dans la salle. Ma mère m'aurait dit, quitte la salle tout de suite. Mais au fait, elle a tort. Vous avez raison de mentir. Vous avez raison de mentir en France lorsque vous avez un trouble de la santé grave, un trouble de la santé mentale, un trouble d'addiction. Vous avez raison de ne pas le dire. Ça pourrait être très dangereux pour vos enfants si les proches à l'école, que les gens à l'école apprennent que vous êtes alcoolique. Ça pourrait être très mauvais pour votre employeur ou pour votre emploi si vous annoncez à votre employeur que vous êtes alcoolique, ou pour le boulot pour lequel vous faites demande.
la discrimination et la stigmatisation dans ce pays sont réelles. Tout ça, c'est sa faute à elle. Je taquine. Non, mais c'est précisément dans cette lutte-là sur laquelle on bataille. Il y a des raisons pour l'exclusion sociale. Ces raisons sont difficiles à vivre pour de nombreux gens. Et ils ont raison de mentir. Ils protègent eux-mêmes, ils protègent leurs proches, etc. Donc on est dans une drôle de société. Comment est-ce que vous, les professionnels, donc 10% sont alcooliques, c'est-à-dire que les 12 personnes qui sont, les 15 personnes dans cette pièce qui sont alcooliques et qui ont un problème d'alcool aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les soutenir dans cette démarche? Donc, l'importance pour nous, tout le monde aujourd'hui, jusqu'à 17h, et c'est un ordre, s'il vous plaît, montez. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas entendre une seule chose de vrai. Non, je taquine. Mais quoi qu'il en soit, appréciez l'importance de la stigmatisation. Il est extrêmement difficile pour quelqu'un en situation d'exclusion sociale qui ne fait pas partie de la société française, qui n'a pas été élevé dedans, il est extrêmement difficile de trouver sa vraie place, sans être jugé, etc. etc. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de batailler aujourd'hui. Tout ça, c'était pas dans le discours. Ok, aujourd'hui, rapidement, le rêve, l'empowerment, les compétences psychosociales. D'accord? Une clé dans toute cette bataille est à garder, en tant que professionnel qui bosse dans ce domaine, et aussi en tant qu'usager de ces professionnels, garder en tête le symbole peut-être le plus important au niveau international sur la lutte pour le droit des personnes en situation d'exclusion sociale. Et donc, l'intérêt de pouvoir se trouver une place dans la société, l'intérêt et la possibilité de développer des compétences. Et c'est qui dont je parle? C'est qui ces gens? Martin Luther King, est-ce que c'est clair? Donc, en quittant la salle, elle ne vous a pas dit, Catherine, mais au fait, pour sortir de la salle, il faut que vous remplissiez un formulaire, et c'est de connaître le discours de Martin Luther King par cœur. D'accord? Donc, vous avez 3 heures pour l'apprendre. Regardez rapidement sur vos téléphones et tout ça, mais pour partir, pour rentrer à la maison, même avec le grève. D'accord? I have a dream. Ce qu'il a dit, Martin Luther King, c'était qu'il rêvait, il essayait d'imaginer une société dans laquelle les personnes afro-américaines, les Noirs, aux États-Unis, pourraient avoir une place dans la société. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de place dans la société pour ces gens-là. Et la force de I have a dream, c'est pas j'ai fait un rêve, en anglais c'est j'ai un rêve. Et la force de ce j'ai un rêve, c'est que c'est aujourd'hui que j'ai ce rêve et je voudrais que ça change. Et les images qu'il donne, vous les connaissez par cœur, n'est-ce pas? Vous avez étudié ça à l'école, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est pas bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites à l'école en France? Ok, donc Martin Luther King rêve d'une société dans laquelle il y aura une place pour ses enfants, où les enfants noirs, les enfants blancs vont jouer dans la même cour d'école. Il rêve d'une société dans laquelle les fils des esclaves et les fils des esclavagistes et les filles des esclaves et les filles des esclavagistes vont manger autour de la même table. Il rêve d'une société dans laquelle il y aurait une place pour tous ces gens, une place à égalité, où les gens seront jugés sur leur qualité et non pas sur leurs origines. Donc, ces discours, c'est magique, ces discours magiques. J'ai fait un rêve et il ne cesse de dire I have a dream today. Bref, il veut que ça bouge. Ce n'est pas juste une idée, il veut que ça bouge. Et là, on est dans le centre de cette notion qui est cette notion de empowerment.
Maintenant, les gens râlent parce que le mot empowerment, c'est pas français. Donc il y a des gens qui ont invité d'autres mots. Je pense qu'il y a une liste. Mais d'abord, essayons de comprendre pourquoi c'était intéressant ce mot inventé par un immigré aux États-Unis, à rapport. En anglais, c'était déjà inventé. C'est une monnaie qui n'existait pas en anglais. Les Américains pensent que c'est français. Ils pensent que c'était à l'époque de Michel Foucault et tout ça. Ils pensaient que ça vient de savoir égale pouvoir, etc., et que c'était une traduction de mots français. C'est les Américains qui sont bêtes, les Américains. Hein. Mais l'empowerment, c'est cette notion, vous savez, ça vient du grec, d'accord. Vous avez cette notion en français, démocratie, ça existe ici? Ah donc d'accord, donc démocratie, c'est démos et c'est kratos. Démos, c'est quoi? Le peuple. Et kratos, c'est? Ils sont géniaux, ces gens. Normalement, le public français dit que c'est le vote. Mais non, c'est le pouvoir. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et c'est un peu là, de manière très importante, l'origine aussi de ce mot empowerment. Donc, de reprendre cette notion de power to the people. De reprendre cette notion forte de pouvoir avec empowerment. Donc, les images célèbres, yes we can, ok, soulignent l'idée que pour Obama, c'était pas yes I can, mais que c'est quelque chose de collectif, l'empowerment. Yes we can, on peut le faire ensemble. Par empowerment, donc rapport le type qui a créé cette notion par empowerment, j'entends que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Est-ce que c'est clair? Donc c'est cette définition-là qui, au fait, c'est la réalité du test pour quitter la salle. À la fin. Même ceux qui sont en retard pour rater le dernier métro, c'est ça qu'il faut savoir par cœur. D'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Ok? Donc, en français, 15 tonnes de traduction de ce mot, ça devient presque comique. Empuissancement, empouvoirment, agentivité, émancipation, bon, bref, toute une série de différents termes qui ont utilisé. Je ne peux que utiliser le terme empowerment, empouvoirment si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est en anglais. Je vous rappelle que we have thousands of words, restaurant, avenue, party, thousands of words that are French words that you have imposed on us over the centuries. Ok, donc il est temps de prendre un autre, d'accord? Je taquine, mais quoi qu'il en soit, je ne peux utiliser ce mot-là. Il couvre toute une série de notions. Vous pouvez le traduire en pouvoirment si vous voulez. J'accepte. Les Espagnols, empoderamiento. Les Italiens, empoweramenta. Juste pour vous donner l'idée de comment les autres pays en Europe ont essayé de le reprendre. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Dans le deuxième, prendre le contrôle sur sa vie, apprendre à faire ses choix, participer aux décisions le concernant, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a trois notions fondamentales. Les personnes doivent participer pleinement aux décisions et aux processus qui décident du cours de leur vie. C'est les Nations Unies, fin du siècle dernier. D'accord? Je ne vais pas entrer dans tout de suite, mais essentiel de savoir, il ne s'agit pas seulement de savoir. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences. Il ne suffit pas d'aller à l'école. Je m'adresse à l'éducation nationale. Ok? Ça ne suffit pas. Les savoirs, ça ne suffit pas. Le mot, c'est vachement important qu'elle a dit tout à l'heure. Savoir-faire. C'est-à-dire mettre en œuvre ces savoirs, savoir sur quel bouton appuyer pour que ça marche, savoir qui appeler pour que ça marche, savoir comment fonctionne le système. Donc ça, c'est la deuxième chose
essentiel, c'est cette notion de compétence, dans les compétences psychosociales. Donc pas seulement connaître et savoir, mais aussi savoir-faire. La troisième chose, et là, Madame Souris est partie, merde. Cette troisième chose, c'est les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces savoir-faire. Madame Souris! D'accord? Donc il y va aussi, c'est pas seulement argent, mais c'est de pouvoir mettre en œuvre ces savoir-faire, c'est de pouvoir appeler un avocat, d'avoir une association solidaire, d'avoir une association de quartier, d'avoir des intervenants qui viennent à des congrès, à des conférences du genre MPCR. Donc des gens comme vous. Vous êtes essentiels. Est-ce que c'est clair? Essentiel. Il ne suffit pas de donner les gens des savoirs. Il ne suffit pas qu'ils développent les savoir-faire, les compétences. Il faut aussi qu'ils puissent les mettre en œuvre. Et c'est là ce qui est génial dans ce que vous faites. Et je pense que je peux terminer mon discours là. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ouvrir cette troisième demi-journée qui a pour thématique aujourd'hui les compétences psychosociales, un levier pour réaffirmer une place dans la société, qui est organisée, comme vous le savez, dans le cadre du cycle de présentation des démarches favorisant le développement des compétences psychosociales. Alors moi, je n'ai pas envie de vous parler des compétences psychosociales très longtemps, parce que vous allez le faire beaucoup mieux que moi à la suite. En revanche, ce que je trouve très important dans ce qui est en train de se passer sur le développement de ces formations et de toute cette information et toute cette place des compétences psychosociales dans le travail social, dans tout ce qu'on fait, en particulier sur la réduction des risques en matière de prévention de l'usage de drogue, mais aussi dans beaucoup de situations problématiques pour les adolescents, pour les gens en situation de fragilité. C'est vraiment, pour moi, il y a deux mots-clés qu'on n'en parle peut-être pas assez, qui sont l'empowerment, et voilà, et l'éducation par les pairs. Et il me semble que en fait, ces deux sujets-là sont les sujets qui permettent un peu et qui sont là les deux piliers des compétences psychosociales et qui ont eu beaucoup de mal à arriver en France comme vraiment méthode pour lutter contre justement ces fragilités dans des situations où on n'accédait pas à certaines populations, parce que les jeunes, parce que la situation différente, parce que des situations un peu différentes, et que donc du coup, le fait vraiment d'arriver un peu avec amener que des choses terribles, ça a aussi amené à une réflexion qui a en fait qu'on a vraiment commencé à repenser notre manière d'atteindre des populations aussi discriminées ou isolées, et notamment avec cet outil-là. Donc moi je suis très contente de ça pour venir à cette demi-journée, de voir que vous êtes tous là aujourd'hui malgré la grève, et que donc cette formation, ces concepts, ces outils font leur chemin et vont tous nous permettre d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir combattre ces discriminations. Alors je sais que vous avez plusieurs expériences qui vont être mises en valeur. Partageons le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, qui va démarrer par une expérience auditive, le projet Une belle image de soi. Bon là, pour le coup, j'en ai vu l'exposition à l'hôtel de Ville pendant que vous parlez, et vraiment, je suis très admirative de ce qui a pu être fait. Voilà, félicitations. Et enfin, Labo fabrique un atelier solidaire, social et économique qui promeut la création d'objets faits à partir de matériaux recyclables. Ça, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, en associant les usagers de drogue et des personnes en situation de précarité à la réflexion et à la création pour restaurer la confiance et l'estime de soi. Donc le fameux, quand même, empowerment d'éducation par les pairs. Donc, il me semble, c'est un sujet essentiel. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Claudette, c'est ça? Non. Et merci beaucoup.
troisième temps du cycle, on a souhaité présenter des expériences qui ne relèvent pas du champ du scolaire. Les 2 premiers temps, pour ceux qui ont pu y assister, vous savez qu'on a présenté des expériences de développement et de renforcement des compétences psychosociales dans le champ scolaire. Aujourd'hui, 3 expériences tout à fait différentes qui viennent d'être citées et qui donc vont mettre au cœur d'autres personnes. D'une part, des personnes qui apprennent le français avec la première expérience. D'autre part, des jeunes gens qui sont en formation professionnelle avec le CFP, le nôtre. Et enfin, des personnes addictes ou usagères de drogue pour la 3e expérience, Labofabrique. Alors, juste pour rebondir, effectivement, vous étiez 237 inscrits aujourd'hui, vous êtes nombreux et, comme on l'a dit, grand merci d'avoir pu nous rejoindre. Vous dire, c'est intéressant parce que du coup, vous dire comment vous vous répartissez à peu près. Du territoire parisien, vous êtes 130 professionnels. De la Seine-Saint-Denis, 93 professionnels. Et si on regarde, et 14 professionnels qui viennent d'autres départements d'Île-de-France. Et si on regarde vos champs d'activité, pour 92 personnes d'entre vous, vous êtes du champ de l'insertion. Donc ça, c'est vraiment un signe que vous avez bien entendu que cette problématique du développement et du renforcement des compétences psychosociales, elle peut tout à fait intéresser des professionnels du champ de l'insertion, du champ éducatif, 74 professionnels, du champ social, 62 et de la santé, 53. Donc vous voyez, c'est assez bien réparti. Alors, Manuel Chambrouty et moi-même allons co-animer cet après-midi et on aimerait d'abord vous dire comment ça va se dérouler pour que vous puissiez vous repérer. Donc, un premier temps d'introduction, de réflexion sur cette problématique sera proposé par Tim Grissen, que je vais présenter dans quelques minutes. Puis il y aura donc la présentation des 3 expériences. D'abord, partageons le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, puis une belle image de soi, et enfin Labofabrique. Et entre chaque présentation d'expérience, on aura 10 minutes d'échange, de partage. Puis Tim, après la présentation de ces 3 expériences, va un peu ramasser la mise, c'est-à-dire qu'il va nous aider à faire ressortir tous les points forts, les points communs, les prérequis qui font qu'on peut aussi penser pour chacun d'entre nous une transférabilité auprès des personnes que l'on accompagne. Et enfin, Carmen Bach, qui est ici, fera la conclusion, mais c'est une conclusion qui sera ouverte, puisque ça sera aussi une présentation des perspectives de ce que la mission souhaite continuer à mettre en place dans le cadre de ce cycle et après. Voilà, donc c'était juste pour que vous vous repériez dans ce déroulé. Alors, donc on va démarrer avec Tim Grissen, que je vais présenter rapidement. Peut-être commencer par dire que Tim Grissen est franco-australien, d'où son bel accent, son joli accent. Tim Grissen est docteur en psychologie, directeur du laboratoire de recherche de l'établissement public de santé Maison Blanche. Mais Tim, vous êtes aussi chercheur en psychologie sociale et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la psychiatrie, sur les droits des usagers du système de soins, sur la lutte contre l'exclusion sociale, et aussi sur la promotion de la santé. Et s'il y a une question qui vous tient particulièrement à cœur, qui revient dans vos travaux, vos recherches, c'est bien celle-ci, que chaque citoyen puisse acquérir des savoirs et des savoir-faire, des compétences, pour que, là je vous cite, chacun puisse construire sa propre santé et sa propre vie. Donc voilà, ça nous a paru extrêmement en phase avec nos propos, et c'est pour ça qu'on vous a demandé d'introduire cet après-midi, en vous demandant si vous voulez bien rappeler ce que sont les compétences psychosociales, parce qu'on croit tous les connaître, et puis on se rend compte que parfois c'est pas mal de redire ce que c'est. L'intérêt de travailler avec cette approche, et puis, pour faire le lien avec notre après-midi, voir comment, de votre place, vous pensez qu'effectivement les compétences psychosociales représentent un levier pour réaffirmer une place, sa place dans la société.
Merci beaucoup. Quelle responsabilité. Donc, ravi de vous avoir devant moi. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait savoir se renseigner sur à qui on parle avant de leur parler. Il y a des... Donc les gens qui ici sont dans la salle, et vous êtes 120, 130, quelque chose comme ça, est-ce que par exemple, tout le monde a une santé, est-ce que les gens qui ont bu de l'alcool dans les 7 derniers jours, pourraient lever la main s'il vous plaît? Et des gens qui ont bu l'alcool hier soir? Pas mal. Et est-ce que les personnes avec un trouble d'alcool pourraient lever la main s'il vous plaît? Ça rigole. Donc, on est un peu pile devant le type de problème. C'est-à-dire qu'au fait, il y a des menteurs dans la salle. Ma mère m'aurait dit, quitte la salle, tout de suite. Mais au fait, elle a tort. Vous avez raison de mentir. Vous avez raison de mentir en France lorsque vous avez un trouble de la santé grave, un trouble de la santé mentale, un trouble d'addiction. Vous avez raison de ne pas le dire. Ça pourrait être très dangereux pour vos enfants si les proches à l'école, que les gens à l'école apprennent que vous êtes alcoolique. Ça pourrait être très mauvais pour votre employeur ou pour votre emploi si vous annoncez à votre employeur que vous êtes alcoolique, ou pour le boulot pour lequel vous faites demande. La discrimination et la stigmatisation dans ce pays sont réelles. Tout ça, c'est sa faute à elle. Je taquine. Non, mais c'est précisément dans cette lutte-là sur laquelle on bataille. Il y a des raisons pour l'exclusion sociale. Ces raisons sont difficiles à vivre pour de nombreux gens. Et ils ont raison de mentir. Ils protègent eux-mêmes, ils protègent leurs proches, etc. Donc on est dans une drôle de société. Comment est-ce que vous, les professionnels, donc 10% sont alcooliques, c'était que les 12 personnes qui sont, les 15 personnes dans cette pièce qui sont alcooliques et qui ont un problème d'alcool aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut les soutenir dans cette démarche? Donc, l'importance pour nous, tout le monde aujourd'hui, jusqu'à 17h, et c'est un ordre, s'il vous plaît, montez. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas entendre une seule chose de vrai. Non, je taquine. Mais quoi qu'il en soit, appréciez l'importance de la stigmatisation. Il est extrêmement difficile pour quelqu'un en situation d'exclusion sociale qui ne fait pas partie de la société française, qui n'a pas été élevé dedans, il est extrêmement difficile de trouver sa vraie place, sans être jugé, etc. etc. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de batailler aujourd'hui. Tout ça, c'était pas dans le discours. Ok, aujourd'hui, rapidement, le rêve, l'empowerment, les compétences psychosociales. D'accord? Une clé dans toute cette bataille est à garder, en tant que professionnel qui bosse dans ce domaine, et aussi en tant qu'usager de ces professionnels, garder en tête le symbole peut-être le plus important au niveau international sur la lutte pour le droit des personnes en situation d'exclusion sociale. Et donc, l'intérêt de pouvoir se trouver une place dans la société, l'intérêt et la possibilité de développer des compétences. Et c'est qui dont je parle? C'est qui ces gens? Martin Luther King, est-ce que c'est clair? Donc, en quittant la salle, elle ne vous a pas dit, Catherine, mais au fait, pour sortir de la salle, il faut que vous remplissiez un formulaire, et c'est de connaître le discours de Martin Luther King par cœur. D'accord? Donc, vous avez 3 heures pour l'apprendre. Regardez rapidement sur vos téléphones et tout ça, mais pour partir, pour rentrer à la maison, même avec le grève. D'accord? I have a dream. Ce qu'il a dit, Martin Luther King, c'était qu'il rêvait, il essayait d'imaginer une société dans laquelle les personnes afro-américaines, les Noirs, aux États-Unis, pourraient avoir une place dans la société. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de place dans la société pour ces gens-là.
Et la force de I have a dream, c'est pas j'ai fait un rêve, en anglais c'est j'ai un rêve. Et la force de ce j'ai un rêve, c'est que c'est aujourd'hui que j'ai ce rêve et je voudrais que ça change. Et les images qu'il donne, vous les connaissez par cœur, n'est-ce pas? Vous avez étudié ça à l'école, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est pas bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites à l'école en France? Ok, donc Martin Luther King rêve d'une société dans laquelle il y aura une place pour ses enfants, où les enfants noirs, les enfants blancs vont jouer dans la même cour d'école. Il rêve d'une société dans laquelle les fils des esclaves et les fils des esclavagistes et les filles des esclaves et les filles des esclavagistes vont manger autour de la même table. Il rêve d'une société dans laquelle il y aurait une place pour tous ces gens, une place à égalité, où les gens seront jugés sur leur qualité et non pas sur leurs origines. Donc, ces discours, c'est magique, ces discours magiques. J'ai fait un rêve et il ne cesse de dire I have a dream today. Bref, il veut que ça bouge. Ce n'est pas juste une idée, il veut que ça bouge. Et là, on est dans le centre de cette notion qui est cette notion de empowerment. Maintenant, les gens râlent parce que le mot empowerment, c'est pas français. Donc, il y a des gens qui ont essayé d'inviter d'autres mots. Je pense qu'il y a une liste. Mais d'abord, essayons de comprendre pourquoi c'était intéressant ce mot inventé par un immigré aux États-Unis, par rapport. En anglais, c'était déjà inventé. C'est une monnaie qui n'existait pas en anglais. Les Américains pensent que c'est français. Ils pensent que c'était à l'époque de Michel Foucault et tout ça. Ils pensaient que ça vient de savoir égale pouvoir, etc., et que c'était une traduction de mots français. C'est les Américains qui sont bêtes, les Américains. Hein. Mais l'empowerment, c'est cette notion, vous savez, ça vient du grec, d'accord. Vous avez cette notion en français, démocratie, ça existe ici? Ah donc, d'accord. Donc, démocratie, c'est démos et c'est kratos. Démos, c'est quoi? Le peuple. Et kratos, c'est? Ils sont géniaux, ces gens. Normalement, le public français dit que c'est le vote. Mais non, c'est le pouvoir. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et c'est un peu là, de manière très importante, l'origine aussi de ce mot empowerment. Donc, de reprendre cette notion de power to the people. De reprendre cette notion forte de pouvoir avec empowerment. Donc, les images célèbres, yes we can, ok, soulignent l'idée que pour Obama, c'était pas yes I can, mais que c'est quelque chose de collectif, l'empowerment. Yes we can, on peut le faire ensemble. Par empowerment, donc rapport le type qui a créé cette notion par empowerment, j'entends que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Est-ce que c'est clair? Donc c'est cette définition-là qui, au fait, c'est la réalité du test pour quitter la salle. À la fin. Même ceux qui sont en retard pour rater le dernier métro, c'est ça qu'il faut savoir par cœur. D'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Ok? Donc, en français, 15 tonnes de traduction de ce mot, ça devient presque comique. Empuissancement, empouvoirment, agentivité, émancipation, bon, bref, toute une série de différents termes qui ont utilisé. Je ne peux que utiliser le terme empowerment, empouvoirment si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est en anglais. Je vous rappelle que we have thousands of words, restaurant, avenue, party, thousands of words that are French words that you have imposed on us.
over the centuries. Okay? Donc il est temps de prendre note, d'accord? Je taquine, mais quoi qu'il en soit, je ne peux utiliser ce mot-là. Il couvre toute une série de notions. Vous pouvez le traduire en pouvoirment si vous voulez. J'accepte. Les Espagnols, empoderamiento. Les Italiens, empoweramento. Juste pour vous donner l'idée de comment les autres pays en Europe ont essayé de le reprendre. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Dans le deuxième, prendre le contrôle sur sa vie, apprendre à faire ses choix, participer aux décisions le concernant, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a 3 notions fondamentales. Les personnes doivent participer pleinement aux décisions et aux processus qui décident du cours de leur vie. C'est les Nations Unies, fin du siècle dernier. D'accord? Je ne vais pas entrer dans tout de suite, mais essentiel de savoir, il ne s'agit pas seulement de savoir. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences. Il ne suffit pas d'aller à l'école. Je m'adresse à l'éducation nationale. Ok? Ça ne suffit pas. Les savoirs, ça ne suffit pas. Le mot, c'est vachement important qu'elle a dit tout à l'heure, savoir-faire. C'est-à-dire mettre en œuvre ces savoirs, savoir sur quel bouton appuyer pour que ça marche, savoir qui appeler pour que ça marche, savoir comment fonctionne le système. Donc ça, c'est la deuxième chose essentielle. C'est cette notion de compétence, dans les compétences psychosociales. Donc pas seulement connaître et savoir, mais aussi savoir-faire. La troisième chose, et là, Madame Souris est partie, merde. Cette troisième chose, c'est les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces savoir-faire. Madame Souris! D'accord? Donc il y va aussi, c'est pas seulement argent, mais c'est de pouvoir mettre en œuvre ces savoir-faire, c'est de pouvoir appeler un avocat, d'avoir une association solidaire, d'avoir une association de quartier, d'avoir des intervenants qui viennent à des congrès, à des conférences du genre MPCR. Donc des gens comme vous. Vous êtes essentiels. Est-ce que c'est clair? Essentiel. Il ne suffit pas de donner les gens des savoirs. Il ne suffit pas qu'ils développent les savoir-faire, les compétences. Il faut aussi qu'ils puissent les mettre en œuvre. Et c'est là ce qui est génial dans ce que vous faites. Et je pense que je peux terminer mon discours là. Merci.